Madame Bigot, Madame Quiriot, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et de prendre un peu de temps pour nous ce matin et pour nous expliquer ce qu'est la Convention nationale des associations de protection de l'enfance, parce que je vous avoue que je ne connais pas votre institution. Madame Bigot. C'est une fédération, en fait, fédération des associations de protection de l'enfance qui, au départ, fédérait toutes les sauvegardes qui ont fleuri depuis le début du siècle dernier, pardon. Et la fédération elle-même existe depuis plus de 70 ans. Elle a élargi son objet, donc elle ne s'intéresse pas exclusivement aux enfants qui sont accueillis dans le système de protection de l'enfance, mais à tous les enfants qui peuvent nécessiter des mesures de protection. Donc ce sont évidemment les enfants qui sont dans le dispositif, mais ce sont aussi les enfants qui sont en conflit avec la loi, ou délinquants, si c'est plus simple à comprendre. Oui, je pense. J'ai repris l'expression européenne. Hein. Ce sont aussi les mineurs non accompagnés, ce sont les enfants qui présentent un handicap, ce sont aussi les enfants qui sont en proie à des séparations parentales conflictuelles. Donc tous les enfants qui disposent d'associations qui s'intéressent à eux pour ces raisons-là, peuvent adhérer à la fédération. Donc aujourd'hui, c'est une fédération qui représente 150 à peu près associations, qui représente 250 000 enfants sur 340 000 enfants qui sont dans la protection de l'enfance. Donc on peut dire qu'on a une certaine légitimité, et l'intérêt d'être dans cette fédération, pour les associations, c'est que nous sommes un porte-parole. Porte-parole auprès des autorités, que ce soit le gouvernement, bien sûr, dans l'idée d'essayer d'influer un peu la politique en place, que ce soit auprès des parlementaires lorsqu'il y a des projets de loi, ou que ce soit ensuite dans le cadre d'inspection ou dans les instances qui sont actuellement en place sur la protection de l'enfance. On participe à toutes les instances nationales sur la protection de l'enfance. Il y a combien d'associations à Mayotte qui sont adhérentes de votre fédération? Alors, je vais laisser Fabienne répondre. Nous en avons 5. Ce que nous avons compris hier, parce qu'on a rencontré beaucoup d'associations sous les qui œuvrent sur le terrain, à divers titres d'ailleurs, chacun un intervenant pour soit soutenir la famille, l'enfant, etc. Nous avons intéressé, je pense, un certain nombre d'associations. Qui ne sont pas encore adhérentes. Qui ne sont pas encore adhérentes. Mais si vous voulez, le but, c'est pas tant finalement de recruter, comme on dit, des associations. C'est plutôt de réfléchir ensemble avec elles, puisqu'elles sont sur le terrain. Si vous voulez, le principe de la fédération, c'est aussi l'action. Nous sommes sans cesse en lien avec les professionnels qui sont confrontés à des problématiques que l'on retrouve ici. La seule différence, effectivement, c'est qu'ici, la problématique, elle est aiguë. Donc, ça veut dire qu'il va falloir encore plus s'organiser ensemble, parce que les problématiques sont multiples, les problèmes sont importants, et tout seul, on ne peut rien faire. Donc l'idée, c'est comment on fédère ces associations pour qu'elles puissent, les unes et les autres, s'articuler et répondre à ces problèmes que nous savons vraiment importants. Oui, parce qu'on a à peu près, selon les estimations, 9 000 mineurs isolés à Mayotte, dont 4 à 5 000 seraient scolarisés, selon des statistiques qui reste sûrement à affiner, mais en tout cas c'est une estimation. On a des moyens de l'aide sociale à l'enfance qui sont extrêmement limités et qui ne permettent pas de faire face à tous les besoins. Et vous le disiez, Madame Bigot, il y a dans les quartiers en difficulté de nombreux enfants qui sont livrés à eux-mêmes ou on le voit en proie à de grandes difficultés. Par rapport à l'ampleur du problème qui est le nôtre, et vous l'évoquiez, Madame Quiriot, quand on préparait cette émission, comment on peut faire ? Comment Mayotte peut tenter de reprendre la main alors qu'elle semble noyée sous le poids des problèmes liés à l'enfance en difficulté? Alors, comme on disait, le problème, il est systémique. Ça veut dire que, évidemment, nous allons le prendre en tant que fédération à partir du moment où le constat est qu'il y a des enfants en grande difficulté. La différence peut-être avec l'Hexagone, c'est qu'on a de très jeunes enfants aussi qui sont en difficulté ici à Mayotte. Donc
nous sommes face à une situation qui semble effectivement très, très dégradée. Et si vous voulez, nous, le parti que nous prenons, évidemment, c'est le parti de l'enfant. Bien sûr. À la fois, ce que nous constatons, parce que nos références, c'est bien sûr l'OMS, hein, l'Organisation mondiale de la santé, par rapport à la santé des enfants qui ne vont pas bien. On ne s'occupe que des enfants qui ne vont pas bien. Et donc, on se réfère aussi à la Convention internationale des droits de l'enfant. Si vous voulez, c'est pas tant qu'on va la déclamer, c'est qu'on va dire, est-ce que les droits fondamentaux des enfants sont respectés ou pas? Vous voyez? Alors, voilà. Une question toute simple. Est-ce que les droits de l'enfant sont respectés? Il n'y a pas besoin de creuser beaucoup pour se dire que non ici, mais on sait que non, enfin ça se voit. Comment on fait justement pour permettre d'améliorer la situation actuelle pour pouvoir les respecter? Et on prenait l'exemple, et tout le monde, tous nos téléspectateurs et nos auditeurs le savent, juste la question de la scolarisation. Ouais. On fait, et le rectorat, les collectivités, tous les opérateurs publics à Mayotte font des efforts pour pouvoir améliorer la scolarisation des enfants. Pour autant, on n'y arrive pas. On a l'impression, et la société le porte en elle, on a l'impression que c'est un puissant fond, un tonneau des Danaïdes. Il y a une classe qui naît par jour à la maternité de Mamoudzou. On ne s'en sortira, enfin, le sentiment, c'est qu'on ne s'en sortira jamais. Il y a un paradoxe pour nous qui venons de la métropole, où les enfants sont en rupture scolaire, où il y a des places dans le dispositif scolaire, mais les enfants ne vont pas. Oui. Et le paradoxe que l'on voit ici, c'est que les enfants avec lesquels on parle, ou ceux qu'on nous rapporte par les travailleurs sociaux, c'est que les enfants aimeraient aller à l'école et il n'y a pas de place. Et que ce soit des enfants qui sont nés ailleurs ou des enfants qui sont nés ici, manifestement, le dispositif ne satisfait pas et ne peut pas accueillir tous ces enfants. Alors ça, c'est effectivement une question tout à fait étonnante, c'est qu'on ne puisse pas respecter ce premier droit des enfants de pouvoir être scolarisés. Écoutez, depuis 15 ans, à peu près, les autorités disent qu'il manque 300 salles de classe, à peu près. Et pour autant, on construit des centaines de salles de classe régulièrement. Enfin, chaque année, on a des groupes scolaires qui sont livrés. Et pourtant, il manque toujours autant de salles de classe. On ne peut pas s'en sortir. Est-ce que la solution, elle n'est pas d'avoir une campagne, d'utiliser des outils? Parce que la protection de l'enfance, c'est peut-être aussi à un moment donné de limiter les naissances chez ces mères qui ont jusqu'à 7, 8 enfants. Et c'est les statistiques de l'INSEE, hein, donc il n'y a pas de fantasme. Ça fait partie de l'éducation, on est absolument convaincu par ça. Mais pour ça, il faut des personnes qui sont en proximité des familles en difficulté, et notamment de ces mamans qui sont effectivement dans l'incapacité de mettre en place de la contraception et ne pas avoir autant d'enfants. Mais sont-elles dans l'incapacité de mettre en place de la contraception, ou bien est-ce qu'elles ne sont pas à considérer que l'enfant naissant leur prolonge leur titre de séjour? Je suis loin d'être convaincue par ce raisonnement-là, parce qu'on l'a vu partout ailleurs. Quand il y a une bonne information qui est donnée, lorsqu'il y a un espoir de prise en charge des enfants qui sont déjà là, qui soit satisfaisant, peut-être aussi un espoir d'un accompagnement des parents, on voit une baisse de la natalité. Alors vous parliez d'espoir, et quand on préparait cette émission, vous preniez le cas qui est extrêmement fréquent à Mayotte, de jeunes gens qui ne sont pas forcément nés ici, qui font des études, alors quelquefois brillantes et quelquefois juste des études, mais qui vont avoir un diplôme, en tout cas qui sont en voie d'en avoir un, et arrive le dramatique 17e anniversaire. Il reste 1 an pour obtenir des papiers, la plupart de ces enfants savent qu'ils ne les obtiendront pas. Qu'est-ce qu'on fait pour ces enfants-là? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que la vie s'arrête. On a été confrontés hier, on a tous été émus en entendant une petite jeune fille qui était restée taisante pendant un bon moment et qui tout d'un coup a voulu nous dire qu'elle avait toujours rêvé d'être médecin, qu'elle avait fait beaucoup d'efforts, qu'elle avait eu des notes brillantes et que là, on venait de lui expliquer dans son orientation qu'il fallait qu'elle choisisse autre chose parce que l'université ne lui serait pas ouverte. C'est effectivement dramatique lorsque des enfants sont arrêtés dans leurs rêves et pour elle était prête à tout pour réussir quand même à faire ce qui était son objectif. C'est dramatique, enfin. Et nous avons découvert, alors c'est vrai que moi j'ignorais
il y avait une si grande difficulté à entrer à l'université et à obtenir les titres nécessaires pour pouvoir y aller. Mais parce que cette jeune fille est née sur le territoire français, elle est née ici, elle est née sur le territoire français. Voilà, il y a une certaine lenteur à ce qu'elle obtienne les différents titres. Mais en tout état de cause, il n'y avait aucune raison qu'elle ne puisse pas accéder. Enfin, qu'est-ce qu'une structure comme la vôtre, une institution comme la vôtre peut faire dans un cas comme celui-là? Est-ce que vous pouvez agir directement sur le cas particulier de cette jeune fille qui vous a ému? Ou bien ça va être au retour à Paris d'aller frapper à 45 portes pour dire il faut que ça change? Et du coup améliorer la situation, si c'est possible, de plusieurs enfants. Oui, non, mais ça, notre volonté à nous, c'est à partir de ce que nous apprenons du terrain, à partir de ce que nous disent justement les adhérents, c'est d'aller voir les autorités. On va le faire savoir, d'abord au ministère en cause, bien entendu, mais aussi dans toutes les instances dans lesquelles nous sommes. C'est déjà su, mais enfin, pas forcément toujours avec toutes les données. Alors, pour la jeune fille en question... oui, on peut peut-être essayer, mais ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas dire on va au cas par cas répondre. Il faut absolument réussir à modifier la possibilité d'espoir et d'insertion pour ces jeunes. Parce que sinon, effectivement, c'est ce que vous avez à un moment donné évoqué, le contraire qui se produit, c'est des enfants qui restent dans la rue, c'est des enfants qui deviennent délinquants et qui font peur à tout le monde. Et qui créent des conditions de vie épouvantables pour la société. Quel message vous allez, je ne sais pas quand votre séjour ici va se terminer, vous allez rentrer à Paris, auprès de quelle porte vous allez aller frapper en premier? On a déjà envoyé des messages au ministère de l'Enfance, qui est notre premier interlocuteur, bien sûr. On est en contact avec le ministère de la Justice aussi, mais c'est évident qu'il faut aller, je pense, au soutien de ceux qui, ici, constatent qu'avec des actions vraiment adaptées, on peut faire des choses. Vous voyez, l'école, effectivement, certainement qu'on ne va pas pouvoir démultiplier indéfiniment toutes les classes. Mais peut-être qu'on peut créer des dispositifs pour aller plutôt, que l'école aille vers ses enfants et qu'on mette en place des aides à l'instruction un peu différenciées. Je crois qu'on ne peut pas, sur une île comme celle-ci, venir avec des dispositifs de droit commun et penser qu'ils vont s'adapter comme ça ici. Il faut à chaque fois faire dans la dentelle. Et on a vu, on a rencontré des personnes mais qui ont des idées, mais qui pour le moment n'ont pas toujours trouvé l'aide adéquate. Alors il y a heureusement ici une structure, une association, MESI, qui est une association qui va essayer de soutenir toutes ces initiatives en créant une plateforme, en permettant à chacun de connaître ce que fait l'autre et puis de collaborer. En fait, il faut soutenir ces bonnes volontés parce que c'est vrai que c'est effarant. Après, il y a des choses qui paraissent aussi plus faciles. On se demande pourquoi, je reviens à ces conditions d'habitation que nous avons découvertes hier, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des petites choses à faire rapidement dans les conditions d'habitation, parce que c'est des habitants sans droit ni titre. Non, c'était des gens qui avaient des titres. Non. Pas dans les bidonvilles. C'est essentiellement des gens sans droit ni titre. Ils avaient des titres de séjour. Non, je ne parle pas de titre de séjour. Non, je parle de sans droit ni titre d'avoir construit une case en tôle sur les terrains. Ah, mais ça n'empêche pas. On peut payer un loyer pour une case qu'on loue à quelqu'un qui a construit sans droit ni titre. On ne peut pas non plus les laisser vivre dans des conditions indécentes. Moi, je voudrais juste pour reprendre ce que dit la présidente et votre question. Moi, je crois, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en revenant à Paris ? C'est simplement de porter l'attention sur la possibilité d'aménager des possibilités pour que des solutions alternatives. Parce que nous sommes dans cette configuration-là. Ce qui se fait dans l'Hexagone peut se faire en partie ici, évidemment, mais il y a toute cette frange-là, particulièrement en difficulté, pour laquelle il va falloir apporter des modalités de réponse qui ne sont pas celles que l'on connaît dans l'Hexagone. Voilà. Et donc nous, c'est sensibiliser. Vous voyez, moi je pense que j'y pensais hier soir en quittant une dernière réunion.
en me disant, c'est là où il va falloir que nous actionnons, nous ayons des leviers, oui. Nous obtenions des leviers pour que, en matière d'école, en matière de santé, en matière de nutrition, en matière de loisirs, tout ce que l'on veut, on puisse admettre, et les pouvoirs publics, nous savons qu'ils font beaucoup, ça aussi c'est quelque chose qui nous a frappé. Ils sont très mobilisés, c'est sûr. Mais peut-être qu'il va falloir, voyez, qu'on apporte de la souplesse, de l'adaptation aux problématiques qui sont celles de Mayotte. Merci mesdames, en tout cas, de ce que vous faites, et puis d'être venues ce matin sur le plateau pour en parler. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.